Et nous sommes ensemble sur Europe 1, bien sûr, et sur europe1.fr, c'est important de le préciser, car de nombreuses photos illustrent le reportage qui ouvre ces carnets du monde, tous à vos tablettes. Alors, c'est une véritable épidémie d'overdose qui ravage les États-Unis. En 2016, 64 000 Américains sont morts de drogue. Voilà, et ça fait 174 morts par jour, ou 7 par heure, et ces chiffres catastrophiques, c'est Donald Trump lui-même qui les a rappelés cette semaine. La drogue tue plus d'Américains que les armes à feu ou la route. Elle fait même baisser l'espérance de vie. Les Américains sont les plus gros consommateurs au monde d'opiacés, c'est-à-dire d'héroïne et ses dérivés. Bonsoir Xavier Yvon. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Alors c'est un reportage édifiant que vous avez tourné dans le Kentucky, qui est l'un des États les plus touchés par cette crise. On va vous suivre sur les traces de ce que les Américains appellent l'épidémie d'opiacés. D'abord Xavier, donnez-nous une petite idée de l'ampleur de la crise. Ce qui est frappant dans le Kentucky, c'est que tout le monde dans ce petit état rural est confronté à l'épidémie de drogue. Tout le monde connaît quelqu'un qui en prend. Il y a ce retraité qui trouve des seringues au fond de son jardin. Le procureur général du Kentucky lui-même qui se retrouve face à un homme en overdose dans la rue, en plein centre-ville, en pleine journée. Ce sous-traitant automobile qui doit virer d'un coup 41 employés après un test toxicologique. Le Kentucky perd 4 habitants par jour morts d'overdose. Et le chiffre est sûrement sous-estimé. Il pourrait même être beaucoup plus élevé si les services de secours n'étaient pas aussi efficaces face aux overdoses. Alors en première ligne face à ce fléau, il y a en effet les urgentistes. Vous avez suivi ceux de Louisville, c'est la plus grande ville du Kentucky. On en a pour certains entendu parler, c'est là où est né Mohamed Ali. On embarque avec vous Xavier et avec les ambulanciers. C'est une alerte de routine qui s'affiche sur l'ordinateur du major Kyle Simpson. On vient d'avoir une overdose à l'héroïne, explique-t-il. Une jeune fille de 27 ans, elle ne respire plus. C'est la 10e overdose de la journée. Il est presque 9h du soir et Louisville s'endort peu à peu dans le froid glacial. Mais Kyle, chef de garde au service d'urgence, va passer la nuit à sillonner la ville auprès de ses équipes. Son bureau, c'est sa voiture, dit-il en riant. Il s'arrête pour aller voir Michelle et Ashley dans leur ambulance. Il leur demande si elles ont suffisamment de Narcan. Le Narcan, c'est l'arme des secouristes contre les overdoses. Un produit miracle qui ressuscite les victimes en inversant les effets. Aujourd'hui à Louisville, il n'y a pas que les urgentistes qui en ont, mais aussi tous les policiers, les pompiers, même les simples citoyens. C'est distribué gratuitement tellement il y a d'overdoses dans les lieux publics. Ça peut être dans une voiture, sur le trottoir, dans les toilettes des restaurants, explique Michel. Il y a quelques mois, se souvient Ashley, on a aussi eu des overdoses sur les parkings des hôpitaux. Les drogués venaient se shooter là parce qu'ils savaient qu'ils avaient plus de chances d'être sauvés. Tel Sisyphe, Michel a l'impression de recommencer éternellement le même travail. Il y a un patient qu'on a réanimé 3 fois dans la même journée. Et on en a qu'on traite régulièrement pour des overdoses. Et quand on ne les voit plus, c'est qu'ils ont réussi à se sevrer ou alors qu'ils sont morts. Michel et Ashley voient tellement d'overdoses qu'elles devinent même quand une nouvelle cargaison d'héroïne est arrivée en ville. Il faut se blinder, même si certaines interventions restent dures à vivre. Le major Kyle se souvient très bien de cette voiture arrêtée au bord de la route. Il y avait un papa et une maman évanouis à l'avant d'une voiture. Et à l'arrière, un bébé dans son siège et un autre enfant sur son rehausseur. Et ils regardaient autour d'eux, ils ne se rendaient même pas compte que leurs parents devant étaient presque morts. Certaines fois, les parents donnent même de l'héroïne aux enfants pour être tranquilles, racontent les infirmières. Le major Kyle aimerait être optimiste, mais comme il le dit, il ne voit pas de lumière au bout de ce tunnel d'overdose. Comment être optimiste quand des parents donnent de l'héroïne à leurs enfants? C'est absolument sidérant. Alors on l'entend, Xavier, dans votre reportage, là, les enfants sont les victimes collatérales. Que deviennent-ils quand leurs parents ont fait une overdose ? La plupart du temps, ils leur sont évidemment retirés, parfois même avant qu'il y ait des overdoses. Ça concerne des milliers d'enfants. On voit de plus en plus dans le Kentucky des grands-parents qui prennent le relais, parfois même des arrière-grands-parents qui se retrouvent avec des nourrissons. Wow. Et puis les familles d'accueil sont débordées. J'ai rencontré une femme qui élève 8 enfants de drogués. Pour aller la voir, il faut quitter Louisville, rouler direction plein est vers les Appalaches. En ce lendemain de tempête de neige, il faut même emprunter un 4x4 pour arriver chez Lisa Lacey, tout au bout d'une route de terre au fin fond du comté de Lee. C'est l'un des plus pauvres du Kentucky. La grande maison en bois apparaît dans une clairière comme une île posée sur la neige. Voilà, et c'est un peu l'arche de Lisa, cette maison. Vous nous faites entrer, Xavier, reportage.
À l'entrée, des paires de chaussures de toutes les tailles s'alignent sur des étagères. Des manteaux, petits, moyens et grands, sont accrochés au mur. Et dans le salon règne un joyeux foutoir. On se croirait arrivé dans la maison des enfants perdus. Harley, Joseph, James, Andrea, Sawyer, Kennedy, Lincoln, Gabriel. Lisa Lacey présente ses 8 bébés, comme elle dit, tous nés de parents drogués. Le plus grand a 23 ans, le plus jeune qui joue dans son trotteur a seulement 10 mois. Gabriel est né dépendant à l'héroïne. Il a passé ses 39 premiers jours en soins intensifs avant d'arriver chez Lisa. C'est elle qui a fini de le sevrer. Il était sous morphine à l'hôpital et sous Valium quand il est arrivé ici. Il pleurait 8 heures par jour. Le sevrage, ça rend très malade. Il avait la diarrhée, des crampes très douloureuses. Tout son corps réclamait sa prochaine dose. C'était vraiment dur pour lui et pour moi. Il pleure toujours beaucoup, il est hyperactif. Il ne dort pas énormément, mais il progresse. Ça ira mieux en grandissant. Ça lui prend juste plus de temps pour bien démarrer dans la vie. En attendant, le petit Gabriel sert de mascotte à ses frères et sœurs d'adoption. Avec lui, Andrea a déjà des gestes de maman. Elle n'a que 10 ans, mais elle en paraît le double quand elle raconte sa vie avec sa mère droguée. Andrea allait sous le lit ramasser les seringues pour protéger sa petite sœur. C'était sa responsabilité, comme elle dit. Quand j'étais petite, c'était moi la maman de ma sœur à la place de ma maman. Quand elle était dans son lit en train de se défoncer, ma petite sœur pleurait à côté pour son biberon. Alors je devais m'en occuper parce que maman ne se levait pas, c'était dur. J'essayais de nous rendre heureuses, de faire à manger pour elle et moi. J'ai dû apprendre à me servir du four, j'avais 5 ans. Je n'ai pas vraiment eu d'enfance en fait. Assis dans le canapé, Joseph a lui aussi le regard d'un ado qui en a déjà trop vu. Son père est mort à force de se shooter, alors il est allé vivre chez sa grand-mère. Je n'aimais pas là-bas non plus, ils vendaient de la drogue, raconte Joseph, qui a enfin trouvé une famille chez Lisa. Elle, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, a fait de ces gamins de la drogue sa mission sacrée. Lisa tente de faire vivre tout son petit monde avec son job dans une association chrétienne. Dans cette maison du bonheur retrouvé, chacun met la main à la pâte pour nettoyer, ranger, s'occuper du bois pour l'hiver. Andrea, elle, coupe les cheveux des autres. C'est son rêve, elle veut devenir coiffeuse. Joseph, lui, veut travailler au FBI, à la lutte anti-drogue. Je sais où sont les dealers, explique-t-il. Il suffit d'aller en haut du chemin, là, au carrefour, vous pouvez acheter une dose. Mais quand il sera grand, Joseph stoppera tout ça pour qu'un jour, aucun autre enfant n'ait à subir le même sort que lui, Andrea, Gabriel et les autres. Quelle magie d'entendre ces rires, hein. On regarde ce que ces gamins ont déjà subi dans leur petite vie. Ils sont vraiment bouleversants. Vous l'avez dit, oui. Xavier, on est là dans une région très pauvre. Est-ce que l'épidémie touche aussi les plus fortunés ? Ah oui, elle touche vraiment tout le monde. À l'opposé de la misère des Appalaches, je suis allé voir Brenda et Carl Cooley dans la banlieue au-sud de Louisville. Ils habitent, vous savez, une de ces maisons typiques sorties des séries américaines avec garage et allées impeccables. Sauf que chez eux, c'est comme s'il n'y avait plus de couleurs. Leurs visages sont à jamais ternes. Dans la salle à manger, sur une table, il y a une urne funéraire à côté de la photo d'un jeune homme souriant. C'est Adam, le fils de Carl et Brenda. Il avait enfin décidé d'entrer en cure de désintoxication. C'était il y a presque un an. Adam était venu passer la nuit chez ses parents et il devait le conduire à la clinique le lendemain matin. Mon mari et moi, on s'est levés, on s'est préparés, on a regardé nos montres et on s'est dit, il ne devrait pas être debout pour se préparer. La porte de sa chambre était fermée, cette même chambre dans laquelle il a grandi. Nous sommes entrés pour le réveiller et il ne respirait plus. Ses yeux étaient à moitié ouverts, il avait de la bave qui sortait de sa bouche. Ses oreilles saignaient. Mon mari a commencé à faire un massage cardiaque. On gardait toujours du Narcan chez nous. Alors j'ai administré du Narcan, mais il n'avait aucune réaction. Il était déjà parti. Brenda et Carl ont créé un groupe de soutien pour des parents dans leur situation. Ils y croisent des gens de tout niveau social et ils ont un message, ça arrive dans tous les milieux, même dans le leur qu'ils pensaient privilégié et protégé. Bon, en tout cas, le tableau que vous venez de nous dresser est vraiment effrayant et on se demande évidemment comment la situation a pu dégénérer à ce point. L'explication, elle aussi, est assez hallucinante. Vous nous raconterez ça dans un instant, Xavier. Vous restez avec nous. On va retrouver Xavier Yvon dans le Kentucky pour analyser les raisons de l'épidémie d'overdose qui touche l'Amérique. Et vous gardez sous les yeux vos tablettes et smartphones les photos des reportages sur le live vidéo d'Europe 1.fr.
Circuit court sur Europe 1. Un autre regard sur l'économie, un autre regard sur la société. Maxime Switek, Anne Le Gall. Dans ces quartiers-là, difficile d'échapper aux espaces verts, au tri sélectif et aux maisons économes en énergie. Les écoquartiers se développent en France. Est-ce le paradis de vivre dans ces écoquartiers? Pourquoi sont-ils si vertueux? On en parle dans Circuit court. Lundi à 13h15 sur Europe 1. Collecte et gestion des déchets ménagers. Recyclage, valorisation, propreté, énergie. À l'international et tout près de chez vous, de Richebourg sert les hommes tout en protégeant leur environnement. Une question à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire de médecine esthétique français. Comment lutter contre les rides? À l'origine, notre spécialité chez Filorga, ce sont les injections anti-âge en cabinet médical. Aujourd'hui, nous mettons cette expertise au service de toutes les femmes, grâce à nos crèmes anti-rides révolutionnaires. Et ça marche? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec notre crème Time Filler, les rides sont divisées par 2 en 2 mois. Time Filler, numéro 1 de l'anti-ride chez Filorga, en vente chez Marionneau, Nocibé, Parapharmacie et Pharmacie. Détail de l'étude sur filorga.com. Nina a besoin de quelqu'un en urgence pour l'aider à tenir sa boutique. Sauf que quelqu'un qui s'y connaît en informatique et qui pourra répondre précisément aux questions des clients, ça se trouve pas comme ça. Ça prend du temps. Et pendant ce temps, qui la tient à sa boutique? Eh ben Nina, maintenant, elle a une solution. Elle va pouvoir aller sur Randstad Direct, un site de recrutement dédié aux petites entreprises disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec 160 000 professionnels évalués par le réseau Randstad et 0 démarche administrative. Rendez-vous sur randstad-direct.fr. Europe 1, les carnets du monde. Et suite de ce grand reportage dans les carnets sur la crise des opiacés, cette épidémie qui décime les Américains avec Sophie Larmoyer et depuis les États-Unis avec Xavier Yvon. Oui, 7 morts chaque heure par overdose, c'est la terrible moyenne des décès dus à la drogue en 2016. Xavier, donc vous êtes toujours avec nous, vous nous racontiez ces personnes de tout niveau social accros aux opiacés, les répercussions aussi sur les enfants, mais donc est-ce qu'on comprend aujourd'hui, est-ce qu'on sait pourquoi cette épidémie touche autant de monde ? On sait que tout est parti des cabinets médicaux dans les années 2000. À cette époque, on demande aux médecins de mieux prendre en compte la douleur et ils se mettent alors à prescrire à tour de bras des antalgiques opiacés. Ce sont des dérivés de l'opium, au même titre que la morphine ou l'héroïne. Donc des médicaments très puissants, normalement utilisés pour des douleurs extrêmes, dans les cas de cancer notamment. Et en prescrivant ces médicaments, les médecins allument en fait une bombe à retardement. Prenez par exemple Denis Elter, un type sain, sans histoire, marié, père de 3 enfants. Il a un boulot et une passion, le bodybuilding. Un jour, Denis se fait mal lors d'une séance. Il va chez son médecin qui lui prescrit du Percocet. C'est l'un de ces fameux antidouleurs à base d'opiacés. Une visite innocente, dit Denis. C'est en fait le début de sa descente aux enfers. Instantanément, en un mois, je suis devenu complètement accro à ces antidouleurs. Au début, j'ai commencé avec 30 pilules par mois, et puis ça a été 60, puis 120 pilules par mois, et puis ces 120 pilules ne duraient plus que 10 jours, 8 jours. Puis à ce moment-là, je trouvais n'importe quelle excuse pour aller voir mon toubib. J'ai perdu mon ordonnance, ma tension est élevée, enfin n'importe quoi, j'inventais n'importe quoi. Et à chaque fois que j'y allais, il me refaisait sans problème mon ordonnance. Et ça a duré comme ça 4 ou 5 ans. Puis un jour, il m'a dit, les lois sont en train de changer, je ne peux plus faire ça. Alors entre-temps, la femme de Denis a plongé, elle aussi, même parcours, une chute dans l'escalier, un mal de dos et une prescription infinie d'antidouleurs. Tous les deux se retrouvent obligés d'aller acheter leurs pilules dans la rue. Quand il n'y a plus de médicaments sur le marché noir, ils passent à l'héroïne. C'est bien sûr pas plus remboursé par leur assurance santé. Et la chute continue, ils commencent à se ruiner pour avoir leur dose. On dépensait environ $4 000 par mois pour notre consommation de drogue. Ça faisait maintenant des années qu'on était mariés, on avait une maison qu'on venait juste de construire, on avait une voiture, on avait des enfants à élever et on n'avait pas assez d'argent. Alors on a tapé dans nos économies, dans nos plans d'épargne retraite, on a tapé dans nos héritages. Bref, chaque dollar qu'on pouvait trouver. Et ça a pris environ 7 ou 8 ans pour tout claquer. Et puis on a fini par perdre la maison et on s'est retrouvé à la rue. On n'avait plus rien, sauf notre Ford Explorer. Ma femme, mes 3 mômes et moi, on a vécu dans la voiture pendant environ 6 mois. Sa femme vole dans les magasins pour financer leur addiction. Il se paye à un motel de temps en temps pour bien dormir et se laver. Et un jour, les services sociaux les retrouvent, ils prennent les 3 enfants. Que faut-il faire pour les récupérer, demande alors Denis. Eh bien, juste passer un test toxicologique, 72 heures sobre. À l'époque, Denis n'a jamais réussi à tenir aussi longtemps.
Je voulais tellement reprendre mes enfants, mais j'étais tellement accro, j'y arrivais pas. Je commençais le sevrage, j'étais malade. Le temps passait, vous pouvez pas savoir à quel point lentement. Je me souviens de toutes ces fois, j'avais des larmes qui coulaient, je tendais mon bras pour que ma femme me pique. Je pensais que j'étais fort, mais je pouvais pas gagner en fait contre ça. Si je tenais 10 heures, c'était un miracle. Voilà, exemple incroyable de cette spirale infernale. Aujourd'hui, il en est où, Denis ? Alors aujourd'hui, Denis est enfin sevré, ça fait à peu près un an qu'il n'a rien pris. Il est sobre, mais il est seul, sa femme est partie, il a perdu pour toujours la garde de ses enfants. C'est après un passage en prison qu'il a atterri dans un centre de désintoxication à Louisville. Ça s'appelle The Healing Place, littéralement le lieu qui soigne. C'est là où je l'ai rencontré parce que Denis travaille désormais dans cet endroit qui lui a sauvé la vie, comme il dit. Et quand j'y suis allé, il y avait des travaux pour construire un nouveau bâtiment. Le centre est en train de s'agrandir parce qu'il ne peut plus faire face à la demande. Il doit refuser 200 à 300 personnes par mois. Il n'y a pas assez de moyens. C'est le constat que font tous ceux qui travaillent à lutter contre cette épidémie. Donald Trump a bien déclaré la crise état d'urgence médicale, mais l'aide fédérale qui va avec est encore insuffisante. Ce qui donne une idée d'ailleurs au passage de l'ampleur du désastre. Est-ce que Denis en veut à son médecin ? Alors il s'interroge bien sûr, est-ce que ce médecin-là savait le piège qui lui tendait ? C'est évidemment difficile de l'affirmer, mais ce qui est sûr, c'est que d'autres médecins sans scrupules ont fait des fortunes grâce à ces prescriptions. Dans le Kentucky, comme ailleurs, il y avait ce qu'on appelle des pill mills, des usines à pilules, des cliniques où on prescrivait des montagnes d'antidouleurs sans contrôle, contre du cash. Les autorités les ont fait fermer, des médecins ont été condamnés, mais les vrais responsables, ce sont les laboratoires pharmaceutiques, accuse le procureur général du Kentucky, Andy Beshear. Ces multinationales pharmaceutiques savaient que leur produit était extrêmement addictif, mais ils l'ont caché. Pire, ils ont fait du marketing agressif. Ils ont convaincu les médecins de les prescrire. Ils ont gagné des milliards de dollars, mais leurs produits, ils ont aussi dévasté mon État. Et ces entreprises n'ont pas dépensé un seul dollar pour nous aider à réparer. Ils n'ont pas reconnu leurs responsabilités. Alors Andy Beshear, au nom du Kentucky, poursuit en justice certains de ces labos. Leurs centaines de millions de pilules vendues ont semé les graines de la pire épidémie de drogue qu'aient connue les États-Unis. Tout comme la semaine dernière, la ville de New York a annoncé poursuivre 5 labos pharmaceutiques devant la Cour suprême. La ville de New York qui réclame $1,5 milliard pour aider à financer la lutte contre cette épidémie due aux prescriptions des antidouleurs. La mort sur ordonnance, en quelque sorte, Xavier. Merci beaucoup à vous pour cette belle et grande enquête dans l'État du Kentucky. Et puis je vous dis à très bientôt dans les Carnets du Monde.